Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous en cette soirée du dimanche. À la une de l'actualité, les fidèles catholiques sont venus nombreux ce jour à Souamajakzai pour remercier Monseigneur Odon-Marie Arsène Razanakoun. Il partira à la retraite après sa démission acceptée par le pape François le 5 juin dernier, après avoir été archevêque d'Antananarive pendant 17 ans. Les détails avec Anzuniana Martina sur les images de Yves Janel. Odon-Marie Arsène Razanakoun, qui vient de fêter le 24 mai dernier ses 77 ans, a mis fin à sa carrière religieuse après avoir servi l'Église catholique durant 48 ans. Il a été nommé prêtre diocésain à l'âge de 29 ans en 1975. De 1987 à 1993, il a occupé le poste de curé de la cathédrale de Fianarantsoa, puis vicaire général dans ce diocèse. Le 11 avril 1999, il est nommé évêque d'Abant par le Vatican, poste qu'il a occupé jusqu'en décembre 2005. Depuis cette date, Monseigneur Odon Razanakoun a occupé le poste d'archevêque d'Antananarive jusqu'au 5 juin. Les fidèles catholiques, venus nombreux, lui consacraient une messe de remerciement ce jour à Souamajakzai. D'après les informations reçues, le nouvel archevêque Jean de Dieu Rawelsan sera officiellement installé le 30 juillet prochain. Dans les actualités également, le gouvernement procédera à l'extension de la ville de Fort-Dauphin. Les études sont actuellement en cours. Les bureaux administratifs, les marchés et les logements mours seront installés d'après les explications du SENVH. Saï-Sylvain, Kevin Ravounersan. La ville de Fort-Dauphin devient de plus en plus surpeuplée et plus aucune nouvelle construction n'est possible. Actuellement, environ 300 000 personnes y vivent, raison pour laquelle son extension est nécessaire selon les explications. Ainsi, un projet de créer une nouvelle ville à Fort-Dauphin est en cours. Les logements mours feront également partie de cette nouvelle ville. Mis à part celles qui seront érigées par le gouvernement, les particuliers pourront y construire leurs propres maisons, toujours à travers un plan extensible qui leur seront proposés, selon toujours les explications du CENVH. Toutes les études concernant ce projet sont terminées, la construction débutera bientôt. À noter que la région Anos dispose d'un port et de nombreuses ressources. Ainsi, la mise en place d'une nouvelle ville ne pourra être que bénéfique. Et puis la mise en place de l'EPP d'Ambatoulampit Mafouti a grandement contribué à la réussite scolaire des élèves. En outre, cette commune a bénéficié de plusieurs autres infrastructures qui ont amélioré le quotidien de la population, souligne le maire de cette localité. Fin de Sénamireille, Yves Janel. La commune d'Ambatoulampit Mafouti a bénéficié de 2 EPP Manarapinch de la part du gouvernement, l'une à Souavenarive et l'autre dans le Fouktan d'Aboutfassen. Grâce à ces infrastructures, les élèves n'ont plus de longues distances à parcourir pour rejoindre l'école. Elles ont également été utilisées comme centre lors des examens du CEPE et du BEPC. Par ailleurs, la commune d'Ambatoulampit Mafouti a également été privilégiée grâce au pavage des routes et la construction de diverses infrastructures. Tout cela pour le développement de cette localité, soutient le maire. Dans un tout autre sujet, le prix des équipements et des pièces mécaniques pour l'agriculture a doublé, notamment dans les environs d'Antananarive, selon l'enquête que nos journalistes Saï-Sylvain et Sechandjanab ont menée à Alassour hier. Pourtant, en ces temps difficiles, les agriculteurs ont souligné qu'il est nécessaire d'augmenter les intrants comme les engrais s'ils veulent obtenir une bonne récolte. Reportage. Le temps est frais. De nombreuses conditions doivent être remplies par les agriculteurs s'ils veulent augmenter leur production. Parmi ceux-ci figurent l'utilisation et l'augmentation de la quantité des engrais. Mais le problème pour les agriculteurs dans la commune d'Alassour est la hausse du prix des intrants pour la production. Les moyens financiers ne suffisent pas non plus, précisent les explications. Face aux difficultés des agriculteurs à Alassour, le parti Yarakisik les a formés pour obtenir un bon rendement et leur a offert des matériels de production. Une formation dans l'élevage des poules pondeuses a également été octroyée.
Al-Assour est l'une des communes avec un grand nombre d'agriculteurs et d'éleveurs dans les environs d'Antananarivo. En politique, l'organisation Mizur Manjusi Madagascar soutient l'adoption du projet de loi sur la citoyenneté qui a été déposé à l'Assemblée nationale, selon leur déclaration. En ce qui concerne la tenue des élections, ils ont déclaré qu'elles devraient avoir lieu cette année. Selon la loi, il ne devrait pas y avoir un report, toujours selon eux. Les détails avec Radra Mananzatouf et Anzara Zanarvelo. Face au débat sur la citoyenneté et les élections, l'organisation Mizur Manjusi Madagascar a apporté son avis. Concernant l'élection, selon eux, il est stipulé par la loi que l'élection doit avoir lieu après l'expiration du mandat du président. Par conséquent, il ne devrait pas y avoir d'opinion contradictoire avec ce qui est défini par la loi. Ils appellent également tous les citoyens qui ont le droit de voter à participer activement aux élections, afin qu'il y ait un taux de participation élevé. Ils appellent également les observateurs électoraux à être actifs dans la surveillance des élections. Concernant la question de la citoyenneté qui fait actuellement polémique, ils soutiennent également l'existence d'un nouveau projet de loi déposé à l'Assemblée nationale. Ils souhaitent que ce nouveau projet de loi soit examiné dès que possible et si nécessaire, une session extraordinaire devrait avoir lieu. Et 79 employés civils et militaires auprès du ministère de la Défense nationale ayant suivi une formation en protocole et en maître de cérémonie ont reçu leur certificat hier au cercle mixte Bektungulu. Selon le ministre de la Défense, le général Rakutorazon Nazuswa, le but étant de savoir recevoir les gens, mais aussi de montrer le bon exemple. Et côté sport, les joueurs d'Ankwai 3 contre 3 participeront à 2 championnats mondiaux. L'un se déroulera en Chine ce mois et l'autre à Taïwan vers fin octobre selon la Fédération malagaise de basket. Cela grâce à la performance de notre équipe nationale lors de la Coupe du Monde 3 contre 3 qui s'est tenue à Vienne au mois de mai dernier. À travers ces participations, les joueurs de l'Ankwai pourront développer leur expérience des matchs internationaux. La FMBB a également tenu à faire savoir qu'Antananarivo sera le nom choisi par ses Ankwai lors de ces 2 championnats. Voilà pour les actualités locales. Passons à présent aux actualités internationales. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a célébré le courage de son peuple au 500e jour samedi de la guerre déclenchée par la Russie qui a mené samedi à un nouveau bombardement meurtrier dans l'est du pays. France 24. Écoutez, c'est 500 jours de guerre totale et ce sont 500 jours de trop qui viennent s'ajouter à une guerre qui, pour les Ukrainiens, dure depuis 2014. Ce sont 500 jours où les Ukrainiens, chaque jour, ont eu à découvrir, à vivre l'horreur des crimes de guerre russes. Je pense au théâtre de Mariupol, bombardé avec au moins 600 personnes à l'intérieur qui n'ont pas survécu. Je pense aux fosses communes découvertes après l'occupation dans les villes, par exemple, de Butcha, ici près de Kiev, ou de Izium dans la région de Kharkiv. Je pense également aux plus de 16 000 enfants ukrainiens qui ont été déportés en Russie et dont les parents n'ont toujours aucune nouvelle. Donc l'état d'esprit, il est forcément au recueillement par rapport à tout ce qui s'est passé, aussi dans l'attente d'une contre-offensive, de succès de cette contre-offensive ukrainienne qui a démarré il y a quelques semaines. Alors de l'avis des observateurs internationaux, elle se déroule lentement, mais pour les Ukrainiens, eh bien, ils remarquent des avancées, certes lentes, mais des avancées tout de même pour tenter de briser les lignes de défense russes. Et le Kremlin a fustigé le rapatriement par le président ukrainien Volodymyr Zelensky de plusieurs commandants ukrainiens qui devaient rester en Turquie jusqu'à la fin du conflit à la faveur d'un accord entre Moscou et Kiev. France 24. Après près de 300 jours passés en Turquie, ces combattants du régiment Azov retrouvent finalement le sol d'Ukraine. Les 5 soldats anciens commandants de garnison à Mariupol ont été libérés après la rencontre à Istanbul entre Volodymyr Zelensky et Recep Tayyip Erdogan. Ils y avaient été envoyés il y a près d'1 an, à la suite d'un accord entre Moscou et Kiev.
Nous avons ramené à la maison en Ukraine 5 de nos héros, des héros de l'Ukraine, des commandants de la défense de Mariupol et d'Azovstal. Mais en face, le Kremlin est furieux. Moscou fustige une violation des termes de son accord avec l'Ukraine, qui prévoyait, selon la Russie, que ces hommes restent en Turquie jusqu'à la fin du conflit. Pour le Kremlin, Ankara a subi la pression de l'Occident. Les préparatifs du sommet de l'OTAN sont en cours et bien sûr, il y a beaucoup de pression sur la Turquie. Célébrés comme des héros en Ukraine et honnis en Russie pour leur lien avec les milieux ultranationalistes, les combattants du régiment Azov ont été en première ligne durant les 3 mois de la bataille de Mariupol. Sous les bombardements quotidiens des forces russes, des centaines de soldats se sont terrés dans la Syrie d'Azovstal avant de se rendre en mai 2022. Désormais libres, ils comptent retourner au combat. À partir d'aujourd'hui, nous continuerons le combat avec vous. Nous aurons notre mot à dire dans la bataille. Le président Volodymyr Zelensky a promis de ramener en Ukraine tous les autres prisonniers détenus par la Russie. Et pour terminer, l'ONU estime dimanche que le Soudan est au bord de la guerre civile totale, potentiellement déstabilisatrice pour toute la région, après qu'un raid de l'armée de l'air sur un quartier résidentiel de Khartoum a tué samedi des dizaines de civils. France 24. Ce que l'on sait, vous le disiez, a priori au moins 22 morts. C'est un chiffre qui a été donné par l'association des médecins soudanais. Les forces de soutien rapide, elles, disent au moins 31 morts civils et des blessés. L'armée, elle, n'a pas communiqué. Alors, en attendant d'avoir des chiffres plus fiables de la part des belligérants, eh bien, nous pouvons nous fier à celui donné par les médecins soudanais. Au moins 22 morts lors de cette frappe. Mais qui a conduit cette frappe? Eh bien, les forces de soutien rapide accusent l'armée. L'armée, elle, n'a pas communiqué. Donc, on ne peut pas l'assurer à 100%. Mais il y a de fortes chances, de grands risques que ce soit l'armée qui soit derrière cette frappe, car depuis le début du conflit, le 15 avril, elle survole régulièrement la capitale soudanaise. Elle effectue de très nombreux bombardements. Alors pourquoi bombarder des quartiers d'habitation civile? Eh bien, puisque les forces de soutien rapide s'y cachent, qu'ils pillent toujours les maisons, qu'ils s'en prennent toujours aux civils et qu'ils tentent de se cacher dans ces quartiers pour éviter les bombardements, l'armée a décidé de continuer à attaquer ces zones, peu importe qu'il y ait des civils ou non sur place. Il y en a de moins en moins d'ailleurs. Ils continuent les frappes et à chaque fois elles sont dévastatrices. Alors celle-ci est l'une qui a fait le plus de dégâts depuis le début du conflit le 15 avril dernier, mais régulièrement l'armée touche ces quartiers d'habitation et fait des morts et des blessés chez les populations civiles. Et cette frappe n'est pas la seule actualité tragique de la semaine passée. Il y a eu de nombreuses attaques dans Khartoum. Les civils sont toujours pris pour cible. La guerre continue avec énormément d'intensité dans la capitale soudanaise, mais pas seulement dans la capitale. Les régions du nord et sud Kordofan sont aussi régulièrement touchées par des combats. Et enfin, la région du Darfour aussi. Il est toujours très compliqué de savoir ce qu'il se passe sur place, étant donné que les infrastructures de télécommunications ont été en grande partie détruites par les combats. On sait que l'armée et les forces de soutien rapide s'affrontent toujours au Darfour. Les forces de soutien rapide qui, alliées avec des milices locales, les milices de Janjaweed notamment, attaquent aussi la population civile, notamment dans la ville d'El Janina, où les associations de défense des droits de l'homme locales disent qu'il y a eu plusieurs milliers de morts chez les populations civiles. Et c'est ainsi que se termine cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Toute l'équipe de la rédaction vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et bonne soirée sur Viva.